pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, alors aujourd'hui je suis très content, je suis avec Patrick Lisiecki de la team Alamos qui a accepté de venir nous parler un petit peu de son parcours. Patrick, je sais que tu es un garçon assez discret de nature, donc merci beaucoup pour cette interview et nous raconter un petit peu comment tu as démarré le Muay Thai, etc. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à cette magnifique ceinture que vous voyez là, WBC obtenue en Côte d'Ivoire très récemment contre Oli La Machine, un match dont on pourra reparler un petit peu plus tard dans l'interview. Je commence par ma question traditionnelle, c'est à quel âge et comment est-ce que tu as commencé le Muay Thai? Alors à quel âge est-ce que j'ai commencé le Muay Thai? Le Muay Thai, je l'ai commencé assez tard. Je l'ai commencé avec Rodrigo Alamos en fait, à 26 ans. D'accord, et t'as quel âge là? Là j'en ai 29. D'accord. Donc je l'ai commencé très tard. Ouais, c'est vrai ça. Mais avant ça, j'ai fait beaucoup de boxe quand même. Pas du Muay Thai, mais j'ai fait un peu de kickboxing. D'accord. Un peu de K1, un peu de boxe chinoise. Du Sanda? Du Sanda, tout à fait. Et ça, j'en ai fait depuis l'âge de 17 ans à peu près. D'accord, et donc en fait, c'est quoi? À 17 ans, tu t'es dit je veux faire un sport de combat et tu as commencé par quoi concrètement? Parce que je te dis là, par la boxe Pépon en général. C'était une salle en fait où il y avait toutes ces disciplines là en même temps, donc ça dépendait des jours dans la semaine. Ouais. Ok. Donc on faisait un peu tout mélanger. J'aimais déjà bien le K1, kickboxing. Je trouvais que c'était un peu répétitif que les poings, les jambes. K1, il y avait déjà les genoux, il y avait déjà des trucs un peu intéressants. Tu avais un peu de saisie, juste quelques secondes, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et tu avais un seul genou aussi, donc tu ne pouvais pas enchaîner plusieurs genoux, etc. Alors que c'est un peu ton style maintenant, on va y revenir. Et donc là tu as commencé à 17 ans, tu as fait des combats tout de suite, comment ça s'est passé en gros? Alors non, j'ai pratiqué pendant très longtemps, pendant plusieurs années sans faire de compétition. D'accord. J'ai commencé pareil la compétition très tard, je devais avoir 23-24 ans. Et j'ai commencé par des combats amateurs, classe B, FFKMDA à l'époque. C'était déjà chez Rodrigo du coup? Non, c'était pas du tout, c'est dans mon ancien club. D'accord. Donc j'ai commencé en amateur, protège tibia, plastron, enfin la donc totale. Donc classe B, FFKMDA, ouais. Donc, ok, donc la totale. T'étais en quelle catégorie? T'étais déjà un poids lourd? J'ai toujours boxé en poids lourd. Ok. Toujours. Et du coup c'était en quelle discipline le combat? Alors c'était en Muay Thai justement, mais t'as commencé en Muay Thai sans pratiquer vraiment de Muay Thai. C'est-à-dire qu'à la salle on faisait un peu de tout, on faisait du kickboxing, du K1, un peu de Muay Thai, beaucoup de Sanda, beaucoup de Sanda par contre. Et je suis parti comme ça en compétition en Muay Thai. C'est un challenge parce que ça s'improvise pas trop, le clinch, etc. Alors justement, j'arrêtais pas d'avoir des avertissements par l'arbitre parce que mon clinch était pas bon, mes projections étaient pas bonnes, c'est des projections. Du Sanda? C'est ça, un peu plus rapproché du Sanda où vraiment on passait la hanche. Et à chaque fois j'avais des avertissements, faut pas passer la hanche, donc je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais voilà, j'ai commencé par ces compétitions-là, championnat d'Île-de-France, championnat de France. Et t'as eu des bons résultats tout de suite ou... J'ai fini finaliste en championnat de France. Ok, donc c'était plutôt encourageant, ouais. Et après du coup, ça fait quoi, plusieurs années quand même dans le club, à quel moment tu t'es dit je vais changer de team ou je vais m'orienter que sur le Muay? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement quand j'ai commencé la compétition, j'ai vu que le niveau était quand même assez haut, même sur des compétitions championnat d'Île-de-France, championnat de France, le niveau est là quoi. C'est relevé, ouais. Ouais, j'ai boxé, d'ailleurs j'ai perdu en finale et contre un mec qui était pareil assez bon et je me suis dit si je veux continuer là-dedans, il va falloir y investir plus de temps et plus de moyens quoi. C'est-à-dire que la salle dans laquelle j'étais jusque-là c'était un milieu un peu associatif, tu vois. D'accord. Donc il y avait 2 à 3 séances par semaine. Ok. Il y avait déjà un bon niveau quand même dans la salle, il y avait pas mal de sparring, etc. Mais c'était 2 à 3 jours par semaine. Ouais, c'est pas assez si tu veux vraiment passer un cap. C'est ça. Et je me suis dit, si on veut passer le cap et qu'on veut continuer là-dedans, il faut investir beaucoup plus de temps. À cette époque-là, j'ai vu que Rodrigo aussi était arrivé sur Paris. C'est le moment où il est monté de Bordeaux? Ouais, lui il venait de Bordeaux, donc j'ai vu qu'il était arrivé à Paris. La première année, je crois qu'il était que à Quincy. Ouais. Pour moi, c'était très compliqué d'y aller. Moi, je suis plutôt au nord de Paris, vers Saint-Denis, etc. D'accord, c'est l'opposé quoi. C'est complètement l'opposé avec le périph', les embouteillages. Ouais, mort, quoi. Pour y aller tous les jours, c'est mort. Déjà, Paris, je galère, mais pour Quincy, c'était impossible. Et la deuxième année où il est arrivé, il a mis justement en place les cours à Paris. Là, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais, quoi. Et donc c'est l'année où tu as fait le switch arrivé à la team. Et donc là, direct, tu t'es orienté du coup que Muay ou Muay K1? C'est que Muay Thai, mais quand il y a des compètes, on prend Muay et K1. Tu penses que bien, entre guillemets, ouais. Donc, ok. Mais plutôt le style Muay Thai. Et du coup, alors, question généraliste, qu'est-ce qui t'a changé le plus en arrivant chez Rodrigo en termes de méthodologie? Ou est-ce que ça a fait un choc? Ou est-ce que c'était plutôt une continuité par rapport à ce que tu avais d'habitude? Alors c'était une continuité, c'était plus intense.
plus intense chez Rodrigo, du coup beaucoup plus de séances dans la semaine. Ouais. Donc au début l'adaptation elle était un peu compliquée parce qu'il faut gérer les courbatures, ce genre de choses. Et puis pour un poids lourd, c'est pas forcément aussi simple aussi que pour. Tu souffres plus à l'entraînement. Ouais, bien sûr, c'est chiant. Tu souffres plus. Donc ouais, c'était un peu une continuité. Fallait juste un peu s'habituer au nouveau rythme. Beaucoup plus de technique aussi en Muay Thai. Du coup spécialisé Muay Thai. Ouais. Donc là où dans Moza je faisais un peu de sanda, je faisais ce genre de choses. Là c'était vraiment que du Muay Thai. Donc il y a eu beaucoup de bases à revoir aussi. Du coup le clinch, le corps à corps, les genoux aussi, les coudes, les genoux. C'est des choses que je travaillais pas énormément. Et là on travaillait beaucoup ça avec Rodrigo. Et du coup tu as développé ton style. Parce que bon, pour parler un peu de ton style, comment tu te caractérises toi? Tu te dis Muay KO, Muay Book plutôt, tu vois? Comment tu te vois? Alors c'est difficile toujours de caractériser son style et d'avoir un regard un peu externe. Mais les gens quand ils parlent un peu de mon style, ils disent que je rentre tout le temps devant. Quoi. Donc plutôt Muay Book, j'avance tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Après, tu travailles aussi beaucoup en genou, donc c'est pour ça que. Mais souvent les deux styles sont assez liés, tu vois. Quand mécaniquement quand tu avances sur le mec, ça se termine souvent en genou. C'est vrai que tu as cette aptitude d'aller étouffer ton adversaire en permanence. Et du coup, ça c'est un truc. Comment ça s'est mis en place? Est-ce que c'est avec Rodrigo au fur et à mesure des combats? Est-ce que c'est plutôt au training avec lui? Ça, je saurais pas t'expliquer. Ça va pas dire, faut demander à lui en fait. C'est arrivé comme ça, je saurais pas t'expliquer pourquoi, comment. Et donc, quand tu es arrivé à la Team Alamos, t'as continué les combats en classe B pendant un moment. En gros, c'était quoi ta Alors le premier combat que j'ai fait avec Rodrigo, c'était à l'AFMT. Je saurais plus te dire dans quelle classe exactement, mais c'était mon premier combat sans protège tibia. Donc c'était en semi-pro, je crois. Ça doit être classe B, c'est l'équivalent du classe B à FMT. Ouais, donc c'était classe B à FMT. Tu te rappelles quand c'était? La première année où je suis arrivé avec lui. Donc je sais pas quelle année exactement, je sais que j'avais 26 ans. Ça devait être en 2018, 2017, par là. Ok. Et donc premier fight avec lui, donc toujours poids lourd comme tu disais, et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, victoire je crois de l'arbitre au premier round. Ah oui, c'est très bien passé. Non, ça s'était bien passé, c'était le premier combat sans protège tibia, donc il y avait un peu une appréhension de voir un peu ce que ça allait donner. C'est vrai que tu te demandes toujours, voilà, je pourrais être passé par là, il y a toujours le moment où tu te dis comment ça va se passer. Mais en général, au premier blocage, tu te dis bon ça va. Moi je me rappelle que personnellement, je me fais la réflexion de bon ça devrait aller quoi, en fait, dans le fight. Et donc tu t'es pas blessé, tu as fait un fight très bien passé. Expéditif, premier round, arrêt de l'arbitre. Très à l'aise, une fois par les appréhensions au début du combat, après une fois sur le ring, très à l'aise, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à boxer technique, à distance en plus, à bien varier les jambes, les poings, du coup pas que du corps à corps et du genou, mais à développer quand même tout le panel du Muay Thai quoi. Ouais, donc c'était cool. Et là ça c'est un moment où là toi à côté tu travailles à côté. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'arriver à ce niveau là? Parce que bon tu vois quand tu arrives classe B à FMT, c'est comme ça, c'est un niveau quand même assez sérieux. C'est un niveau qui nécessite quand même beaucoup de training. Donc j'imagine que tu vas à la salle quasiment tous les jours, etc. Comment tu arrives à concilier là, ton boulot à côté? Tu t'es mis là-dedans à plein temps? Comment tu fais ça? Alors je suis pas là-dedans à plein temps, même si j'aimerais bien. Ouais, comme beaucoup de boxeurs. Je suis ingénieur en informatique dans la programmation. Ok. Donc j'ai la chance de travailler pas très loin de la salle de sport. D'accord. Je suis en gros à 5 minutes quoi. Ah c'est beau. Donc tu es vers Gare de Lyon en l'occurrence, dans le centre de Paris quoi. Okay. Exactement, et du coup en général j'enchaîne ma journée de travail, après je vais directement à la salle et je rentre chez moi. Ok, ça fait des grosses journées mais ça permet de faire les deux. Ouais. Okay. C'est pas facile tout le temps mais ça se fait très bien quoi. Et non, c'est pas facile tout le temps. C'est un vrai investissement. Enfin, faut vraiment se rendre compte quand on arrive à ces niveaux-là, c'est des choix de vie, quoi. Franchement, honnêtement, c'est exactement ça. C'est des choix de vie. Le fait de faire ça m'empêche de faire d'autres choses, mais c'est parce que je l'ai choisi, quoi. Ouais, bien sûr. Ça me ferme alors ça a un peu de résultats dans la boxe, mais ça me ferme plein de choses à côté. Ouais, bah c'est sûr. C'est du temps que tu passes pas avec des potes ou à faire d'autres choses à côté. Donc c'est des choix de vie. Mais après, voilà, c'est aussi la période pour laquelle il faut passer si tu veux réussir à aller beaucoup plus loin, comme c'est en train d'arriver. Et donc ensuite, vas-y, tu peux nous parler un peu de tes combats, comment tu es monté en puissance avec Rodrigo au fur et à mesure des combats? La première année c'était assez calme, comme je te dis, j'ai fait le premier combat là sans les protèges tibia pour voir un peu ce que ça donnait en semi-pro. Vu que ça s'est bien passé, on a décidé de continuer. La deuxième année par contre j'ai fait beaucoup de combats, j'en ai fait je crois 6 ou 7 dans l'année. D'accord, ouais, c'est beaucoup. Donc c'est un rythme assez intense. Plus d'un tous les 2 mois, c'est vraiment beaucoup.
clair. Et surtout pour un poids lourd, où moi j'ai un peu la particularité où après mes combats, je suis souvent blessé, quoi. Ouais. Je suis souvent cassé de partout, avec des hématomes partout, etc. Donc je mets pas mal de temps à récupérer de mes combats. Et là voilà, fallait enchaîner, il y avait un rythme, comme tu dis, tous les mois et demi, tous les 2 mois. Il y a eu des bons résultats, pas mal de victoires. Ouais. Donc ça par contre c'est encourageant, ça te pousse à continuer, puisque tu vois que ça marche et que c'est du carburant, c'est clair que quand tu as les bons résultats, t'as envie de continuer, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Et t'as fait les championnats de France là à ce moment-là ou vous avez encore attendu un peu ou Je crois que c'était la deuxième année où j'ai fait les championnats de France en pro. Donc classe A cette fois-ci. Ouais, classe A. Ok. Championnat de France, de mémoire il y avait demi-finale et finale. Ouais. Donc voilà. Et ça s'est bien passé. T'as eu le titre de champion de France? J'ai eu le titre de champion de France. Ok, super. Et du coup c'était en 2019. D'accord, ok. Et après, à ce moment-là, à quel moment tu as commencé à avoir des perspectives internationales avec l'IFMA? Ou est-ce que tu as d'abord boxé des noms que tu voulais boxer? Enfin, tu vois comment s'est passé en gros la suite? Alors, j'ai pas eu vraiment de noms que je voulais boxer. C'est plus du feeling en fonction des propositions aussi. Ouais. De savoir ce qu'on fait. T'en avais des noms que tu voulais boxer particulièrement ou t'en as maintenant? Non. Toi, tu prends ce qui passe. Ouais. J'ai pas vraiment d'exigence là-dessus. Ouais. Non mais bon, ça peut être aussi, tu vois, tu peux. Ouais, un challenge de se dire il y a lui qui est très bon, j'aimerais boxer. Non, je regarde pas trop ce genre de choses. Ok. Et donc vous avez pris les. Vas-y, raconte-nous. Vous avez pris les fights qui venaient et puis les fights qui arrivaient. On a eu quelques combats en K1, dont un tournoi. K1 Event. Ça aussi, c'était une première expérience d'un tournoi, de faire 2 combats dans la même soirée. Ouais, très dur, ouais. Très dur, surtout comme je te disais, moi après les combats, je suis souvent blessé. Là, je me suis dit, attends, je vais faire un combat, je vais me blesser et je dois reboxer derrière. Ça va être difficile, mais finalement, ça s'est bien passé. J'ai remporté ce tournoi-là, le K1 Event. Et ça t'a donné un peu de visibilité, enfin tu commençais ouais, surtout que je me suis dit en fait je dois pas boxer que en Muay Thai, mais j'ai aussi la possibilité de boxer en K1 et ça marche, quoi. Je suis pas complètement à côté de la plaque quand je boxe en K1. C'est pas aussi réussi qu'en Muay Thai, on sent que je suis un peu moins à l'aise, mais ça va, j'arrive à faire un peu de résultats. Parce que bon, c'est quand même très différent en termes de discipline, en termes de déplacement, en termes de rythme, en termes de... Complètement différent, c'est complètement différent. Mais t'aimes bien ça, ouais, c'est un truc... J'aime bien, mais comme je te dis, c'est plus du défi, tu vois. Ouais, parce que pour moi, c'est plus compliqué, je suis moins à l'aise, mais c'est intéressant parce que justement, je suis en difficulté et il faut trouver des solutions. Ouais, donc c'est un apport après à ta boxe en Muay Thai au final, parce que quand tu arrives à relever des challenges en K1, c'est quelque chose que tu peux transposer dans certains cas. Tu peux réutiliser en Muay Thai derrière. Ouais, complètement. Ouais. Ça marche dans ce sens-là, mais pas dans l'autre, quoi. Ouais. Enfin voilà, faut pas mettre un gros coup de coude dans ton combat de K1. Alors ça, au début, t'as un peu la tentation, mais tu comprends très vite qu'il c'est pas le bon endroit. Tu m'étonnes. Ok, et donc par la suite, l'IFMA, c'était plus tard l'IFMA L'IFMA, je saurais pas te dire c'est en quelle année, je crois que c'était 2019 ou 2020. Ouais. Mais ouais, c'était une expérience très très intéressante. Première participation à l'IFMA du coup. D'abord, il faut être sélectionné par la Fédé. C'est ça, tu fais des stages de sélection équipe de France où on te fait passer des tests un peu technico-tactiques, des tests physiques aussi de course, d'endurance, etc. Et après ils font leur sélection. Il y avait beaucoup de poids lourds en lice ou Il y en avait 2 ou 3. D'accord. En général, il y en a beaucoup moins que dans les autres catégories. Ouais. Dans les catégories moins 86, moins 80, etc. Tu as beaucoup plus de concurrence. Ouais. Chez les poids lourds, on n'est pas énormément, quoi. Ouais. Et donc sélection, donc ça c'est quand même super cool déjà, j'imagine. Enfin, ça doit faire plaisir quand même d'intégrer l'équipe de France. Et après, c'était où cette année-là, il se passe? C'était en Biélorussie, à Minsk. À Minsk. Ok. Et vas-y, raconte l'expérience, ça doit être incroyable quand même. Non, franchement, très 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 bonne expérience. Collectif équipe de France soudé. Il y avait une bonne ambiance avec tous les gens qui participaient, avec le staff, etc. C'était cool de partir tous ensemble, aller chercher des médailles, tu vois. Ouais, bien sûr. Aller chercher des médailles, c'est comme si on partait un peu tous à la guerre, mais ensemble. Ouais, bien sûr. Donc il y avait une très bonne ambiance, on s'encourageait les uns les autres. Beaucoup de challenges aussi. Pareil, alors là, pour le coup, c'est pas un tournoi où tu boxes 2 fois dans la même journée, mais tu
boxes, on va dire, tous les 1 jour ou tous les 2 jours. Ouais. Donc pareil, les temps de récup. Mais avec protection. Tu as les protections, tu as les protèges tibias. Tu te blesses un petit peu moins. Tu te blesses moins, ouais. Ça c'est quelque chose qui change aussi parce que moi du coup j'avais l'année passée boxé beaucoup sans protège tibia en pro. Et là de remettre les protèges, pareil, t'es pas à l'aise, t'es pas dans ton élément, il y a le casque en plus. Le casque, ça c'est radical. Catastrophique. Catastrophique, t'étouffes à l'intérieur, donc pareil, il faut se réhabituer un peu à ce genre de choses. Et ça, vous l'aviez préparé avec l'équipe de France avant ou pas? Alors je l'avais pas préparé avec l'équipe de France. Alors quand tu fais des stages d'équipe de France, c'est toujours en protection que tu boxes. D'accord. Protège tibia, casque, etc. T'es toujours protégé. Format IFMA en fait. Ouais, exactement. Et par contre, je l'avais préparé avec Rodrigo à la salle avant. D'accord. Où j'avais remis le casque justement pendant les entraînements pour simuler un peu ça et pas être surpris quoi. Et c'est très dur. C'est très dur. Pour la respiration, pour le cardio, c'est difficile. Parce qu'en fait, pour vous dire, le casque en fait déjà ça réduit un peu le champ de vision. Donc c'est pas la même chose, on de moins voir arriver les coups. Et puis ensuite on dégage énormément de chaleur de notre corps par la tête en fait. Donc le fait de mettre un casque, ça étouffe, c'est vraiment le mot. On peut vraiment avoir du mal à s'habituer à respirer avec le casque. Donc c'est un vrai challenge. De boxer avec le casque. Et puis en plus souvent ça peut fausser aussi un peu la garde parce que t'as l'impression d'être en garde mais t'es pas en garde. Enfin, Alors ça fausse la garde et ça change même ta boxe, je vais dire, parce que ta tête est plus grosse, donc tu as une cible plus grosse, ouais, tout à fait. Et tu te fais toucher à la tête là où l'habitude tu te fais pas toucher quoi. Exactement. C'est-à-dire que d'habitude tu vas décaler ta tête un peu de quelques centimètres, ça passe et là ça passe pas. Tu ramasses. Tu te le prends. Donc pareil, t'es surpris, il faut se réhabituer un peu à ce genre de choses. Donc c'était vraiment le casque le plus gros changement et le plus gros problème entre guillemets. Le casque et les protèges tibia. Et les protèges tibia, ouais. Ça c'est plus. Parce que les protèges tibia, tu tapes avec les protèges et ça fait pas mal quoi. Ouais, le mec il continue à avancer alors qu'en vrai, c'est sûr. Et donc t'as fait combien de combats du coup là? Alors à l'IFMA j'en ai fait 3. Donc deux victoires sur les premiers combats. Premier combat, je prends le champion du monde en titre de l'IFMA, un turc. T'as pris des très gros noms à l'IFMA, parce que j'avais suivi. Bah, surtout pour premier combat, on me donne le champion du monde. Allez hop, tiens, vas-y. Cadeau de bienvenue. Ouais, c'est clair. Bon courage. J'ai réussi à gagner sur un beau high kick d'ailleurs. J'ai réussi à placer alors que le combat était très serré tout le long du combat. Ouais. Lui, il enchaînait bien, je répondais derrière, mais c'était vraiment serré. Et à un moment, je réussis à mettre un high kick un peu imprévu. Il tombe et je l'enchaîne avec un genou. Dans le moment où il tombe, dans la chute. Ouais, dans la chute, je le saisis, je lui mets un genou et je le jette. Et là, il met un peu de temps à se relever, on sent qu'il est un peu sonné et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Bah, de toute façon, il a été compté, j'imagine. Ah ouais, il a été compté. Il a été compté, mais c'est ça qui a fait la différence dans le combat, sinon c'était très serré. C'était très serré, ouais. Mais bon. Et c'est en combien de rounds l'IFMA? C'est du 3 rounds? C'est du 3x3, il me semble. 3x3, ouais. Et ouais, donc là, mécaniquement, il a perdu le round et donc ça t'a donné l'avantage, quoi. Ouais. Donc là, quand même, gros gain de confiance, j'imagine que. Ouais. Bah, déjà satisfait encore une fois de la performance. Je savais pas trop à quoi m'attendre, peut-être que j'allais perdre et me faire éliminer dès le premier combat, j'ai réussi à gagner. Donc on se dit bah ça va bien, on continue quoi. Et donc pas trop blessé? Alors j'ai eu pas vraiment de blessures, mais surtout on avait forcé pas mal sur le corps à corps, sur le cou. Des douleurs. Et du coup des contractures à la nuque. Quand t'es le matin, t'es comme ça, c'est ça? C'est ça. Et ça arrive même souvent après les combats normaux, sauf qu'après un combat, t'as souvent 2-3 semaines pour te reposer, donc ça va. Là la difficulté c'est que je savais que j'allais reboxer dans 2 jours quoi. Et j'avais le cou vraiment complètement explosé. Et du coup, t'as les masseurs de l'équipe Alors j'avais un kiné très très bon, vraiment, que je remercie beaucoup. Je lui passe le bonjour d'ailleurs. Vraiment, il m'a réparé en 2-3 séances. Et donc du coup, c'était le lendemain de ton deuxième combat. Deuxième combat, alors c'était contre un Biélorusse, Andrei Gerasimchuk. Ouais. Donc un gabarit très très musclé. C'est pas le mec qui a battu, c'est pas le genre un des derniers qui a battu Rico C'est ça, ouais. C'est un des derniers mecs qui a battu Rico Verhoeven. Donc pareil, quand tu vois ça, tu dis ok, ça met un peu la pression. Ça va être intéressant comme combat. Et au final pareil, ça s'est bien passé. Combat pareil, très difficile. De toute façon tous les combats c'est très difficile. Très engagé, ouais. C'est très très difficile. Il faut forcer, il faut pas lâcher jusqu'au bout. Ça s'est joué pas mal au corps à corps. Il mettait des très bons genoux. Il mettait beaucoup de genoux, il travaillait juste. Alors lui encore pareil, encore plus la nuque, déjà que j'avais un peu mal. Lui il travaillait encore plus la nuque, il me baissait tout le temps la tête, etc. Donc pareil, c'était assez difficile, mais j'ai réussi à gagner au point. Et ensuite finale. Le lendemain encore ou tu as eu un jour de repos entre les deux? Un jour de repos, j'ai toujours eu. Premier je crois que j'ai eu 2 jours de repos, après j'ai eu un jour de repos. D'accord.
Et ensuite, finale contre un Russe, combat très serré aussi, mais un peu surpris aussi parce que je pensais être devant sur ce combat-là. D'accord, ok. Je pensais avoir gagné et finalement non, c'est lui qui a été déclaré vainqueur. Il va falloir qu'on regarde le combat, qu'on refasse un pointage. Là. On va refaire une analyse je sais qu'il y a eu pas mal de gens aussi qui étaient un peu surpris de l'arbitrage. De la décision, ouais. Okay. De la décision et de l'arbitrage aussi. Au global, ouais. Ils sentaient qu'il était un peu favorisé, mais bon après. Du coup, il était chez lui le mec. Non, parce qu'on était en Biélorussie, et lui c'était un Russe. D'accord. Alors il n'était pas complètement chez lui, mais ok, donc bon, défaite, voilà. Ça t'est resté en travers de la gorge ou t'étais content de l'expérience au global Ça m'est resté en travers de la gorge. Toutes les défaites de toute façon elles restent en travers de la gorge. Je m'entraîne, je boxe, c'est pas pour perdre. C'est pas pour se faire voler, etc. Quoi. Ok. À chaque fois que je perds, c'est difficile quoi. Okay. Mais je le réutilise derrière, tu vois, pour mes combats suivants, pour mes entraînements, pour me dire, je peux pas perdre, quoi. Ça peut pas se reproduire. Mais du coup là il y a vraiment plus l'injustice quand tu perds et que c'est justifié entre guillemets, ça te donne des axes d'amélioration. Quand tu perds et que tu te fais voler, c'est un peu plus difficile à accepter quoi. Après l'injustice, tu peux pas non plus totalement rejeter la faute dessus parce que tu peux toujours te dire j'aurais dû le mettre KO. C'est ça, j'avais qu'à le mettre KO, j'avais qu'à être meilleur, j'avais qu'à laisser aucun doute possible, tu vois. J'aurais pu être meilleur et voilà après. Voilà, ça s'est passé. Ok. Et donc à partir de là, ça aussi j'imagine c'est quand même un événement qui t'a donné pas mal de visibilité. Est-ce que ça t'a permis de continuer à avoir beaucoup de propositions par la suite? En gros, tu as enchaîné des l'IFMA ça donne pas mal de visibilité à l'international. C'est une compétition qui est vachement suivie. Donc on a eu pas mal de propositions derrière encore pour des tournois K1, pour des fights en boxe taille, etc. Donc c'était cool. Par contre, il y a le Covid qui a enchaîné derrière, quoi. Ah ouais, là on arrive déjà début 2020. L'IFMA je crois que c'était 2019 et 2020 il y avait le Covid, quoi. Donc là, c'est évidemment un énorme problème pour tout le monde. Arrêt total. Comment tu as géré le truc toi? Tu t'es dit bon je vais profiter pour me reposer, pour continuer mon entraînement? Alors pas pour me reposer, parce que moi voilà j'arrive à un âge où je sais qu'il ne me reste pas 10 ans à boxer, quoi. Pour les poids lourds, souvent les carrières des poids lourds elle dure alors elle commence plus tard en général et elle dure un peu plus longtemps. Mais voilà, même arrivé à 30 ans je vais pas boxer jusqu'à 40-45 ans, quoi. Regarde Jérôme Le Banner. Non mais c'est vrai, il y a des exceptions après, mais généralement moi je me dis qu'arrivé à un âge on t'arrive plus à performer en fait. Tu peux arriver à faire des combats, tu peux arriver à très bien t'en sortir, mais t'es plus à ton top. C'est ça. Et donc là je me dis je suis dans les années où je peux être à mon top dans les 2-3 ans qui viennent, mais au-delà ça va être difficile. Donc pas le temps de se reposer, il faut y aller quoi qu'il arrive. Pendant le Covid j'ai eu la chance, contrairement à beaucoup de gens, de pouvoir continuer à aller à la salle, parce qu'on avait des cours en effectif réduit avec masque, protection, etc. Et puis que les pros aussi, que les pros. Il y avait quand même une dérogation pour les pros. Donc voilà, j'ai eu cette chance là, donc on a continué à s'entraîner, par contre pas de combat. Donc ça aussi il faut gérer pour la motivation, parce que quand tu es un compétiteur, tu t'entraînes pour combattre. Tu as un objectif souvent. C'est ça, tu as un objectif à 1 mois, 2 mois et tu t'entraînes pour ça. Là tu t'entraînes mais tu n'as pas d'objectif, tu n'as aucune visibilité sur ce qui va arriver. C'est très dur. Donc voilà, on a continué à s'entraîner pour être toujours prêt aussi s'il y a des combats qui arrivent. Dès que jour 1 de la réouverture, on est prêt tout de suite. Ok, et donc j'imagine que ton premier combat après là ça a été la ceinture WBC. Donc comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on t'a prévenu, enfin tu vois comme tu as dit, premier combat, donc combat de reprise. Après 1 an et demi sans rien faire. J'ai pu continuer à m'entraîner, mais pas aussi intense qu'en période de préparation. Je crois c'est Rodrigo qui m'en a parlé 1 mois et demi, 2 mois avant. D'accord. Donc il y avait quand même un peu de temps pour se préparer, c'était pas au dernier moment, mais il n'y avait pas non plus une échéance très longue. Mais voilà, on a fait un programme sur ces 1 mois et demi, 2 mois. Et il t'a dit direct, c'est pour une ceinture WBC, c'est contre Oli la machine, en gros. Non, il m'a dit direct. Il m'a dit voilà, j'ai une proposition, Oli la machine, ceinture WBC, est-ce que ça t'intéresse? Et en Côte d'Ivoire. Donc là, toi, j'imagine. Donc chez lui. Donc chez lui, sûr. Donc j'imagine que tu étais quand même vachement content de la proposition et de l'opportunité. Complètement. Je me suis dit, on y va, quoi. Vas-y, feu. Donc là, training de feu pendant 1 mois et demi, 2 mois. Grosse préparation. Avec Rodrigo, grosse préparation. On a bossé un peu le physique, on a bossé la technique aussi, la tactique face à Oli, tu vois. Donc vous avez étudié un peu son style, ses fights, etc. On a regardé un peu ses combats. Alors on fait pas des études très minutieuses, des heures et des heures, mais on regarde un peu son combat, quels sont ses points forts, sur quoi il travaille, comment est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il met en difficulté aussi.
dans son combat, sur quoi est-ce qu'il a du mal à répondre. Et lui, on avait vu c'était un bon puncher. Il a beaucoup de force dans les poings, dans les jambes. Poings, ouais. Il met beaucoup de KO. Un vrai striker quoi. Ouais. Donc c'est là où vous vous êtes dit on va l'étouffer, on va aller chercher au clinch. C'est ça. En plus ça collait avec ton style. Avec un peu, mais c'est sur quoi je suis à l'aise. Fort, ça allait plutôt bien. Donc ouais, on voyait qu'il mettait beaucoup de KO. On savait qu'il fallait pas trop jouer à distance, pas trop essayer de chercher la distance, les pieds-points. La stratégie, elle était assez claire, de le fatiguer sur les 2 premiers rounds et ensuite derrière de pouvoir débuter un peu plus sur la distance, etc. Donc voilà, j'ai essayé de mettre en place la stratégie. Alors attends, d'abord raconte-nous d'abord, donc t'es parti combien de temps là-bas avant le fight en fait? Alors le fight, je crois que c'était vendredi soir et on est arrivé mardi. D'accord, donc ça laisse quand même quelques jours pour s'acclimater. Et si je dis pas de bêtises, Oli la machine c'est une énorme star là-bas. Complètement. Un truc de fou. Et donc, du coup, toi, t'étais vraiment l'adversaire. Enfin, comment t'as été accueilli et tout, ça devait être incroyable. Ouais, alors c'est quelque chose que j'avais jamais vu, effectivement. Je savais qu'il était très connu là-bas, mais j'imaginais pas à quel point. C'est-à-dire que quand, déjà à l'hôtel, tout le monde nous reconnaissait. Tiens, c'est les Français qui vont boxer au lit. Pareil, quand tu marches dans la rue, t'as des policiers qui t'arrêtent, des militaires qui t'arrêtent et qui disent mais c'est toi qui vas boxer au lit la machine. Ah, c'est vrai, c'est incroyable. C'est quelque chose qui est Et bienveillant ou genre Alors c'est en fait le peuple ivoirien, il est un peu taquin. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre des petits pics, tu vois, c'est jamais méchant, mais pour te montrer que voilà, t'es chez eux et voilà. Donc c'est genre quoi? Genre le mec, pour déconner, il te met en garde à vue pendant 48 heures? Non, pas du tout. Genre il va dire t'es venu combattre au de machine et t'es sûr que tu vas gagner, tu vois. Tu penses que tu vas gagner, tu vois, genre avec il taquine un peu quoi. Ouais, c'est ça, ils sont un peu taquins, donc c'est jamais méchant, mais c'est rigolo quoi. Mais bon, c'est la première fois qu'on te reconnaît dans la rue. C'est des choses qui n'existent pas du tout en France. Ouais, non, c'est clair. En France, t'as des superstars en boxe taille qui font des résultats incroyables à l'étranger et en France ils sont anonymes quoi. Ouais, c'est clair. Et là-bas t'arrives, tu fais un combat, tout le monde te reconnaît dans la rue, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est super cool quoi. Ouais, non, c'est cool. Et du coup là-bas vous aviez un gym pour vous entraîner. Comment s'est passé les quelques jours avant le fight? Alors on a fait un peu de préparation quelques jours avant, ils nous ont mis un gym à disposition d'ailleurs, ouais. C'était très sympa de leur part. On a fait 1 ou 2 séances je crois là-bas, donc on voulait pas non plus trop travailler sur le cardio pour pas trop fatiguer. Ouais. On a fait un peu surtout du PAO, tu vois, pour revoir un peu la technique, la stratégie, voir si on était toujours bien dedans et voilà. Et après donc arrive le jour du fight. Plus de pression que d'habitude ou un autre? Comme d'hab, pas vraiment de pression, mais la pression je l'avais déjà avant de venir en Côte d'Ivoire. Ouais. Je savais que j'allais chez lui et qu'il fallait revenir avec quelque chose. Okay. Il fallait gagner. Donc voilà, le jour du fight, on arrive au gymnase, gros événement, bien organisé, c'était franchement nickel. Il y avait donc un autre Français avec moi, Bilal qui était aussi avec moi, qui lui aussi faisait une ceinture WBC. Donc voilà, on était deux ce soir-là, 2 Français. 2 challengers. Ouais, 2 challengers en plus. Et on est repartis tous les 2 avec la victoire, donc c'était cool. Et voilà. Et donc le combat en lui-même, vas-y, raconte-nous. Enfin, moi, je sais pas si vous êtes. Je mettrai quelque part là, je sais plus où c'est, mais je mettrai le lien du combat pour que les gens puissent regarder. C'est quand même incroyable comme combat. Alors déjà sur l'entrée, dès que tu arrives sur le ring, tu sens que t'es pas chez toi quoi. Ouais. Le public, ça je l'avais déjà vu un peu à l'IFMA, tu vois, quand tu boxes chez les gens en Biélorussie, etc. Où là en l'occurrence en l'IFMA, tu avais des militaires dans les gradins, pareil, des militaires biélorusses qui acclamaient à chaque fois des boxeurs biélorusses qui montaient. Et du coup tu sentais vite la différence. Tu avais l'équipe de France qui encourageait de son côté, mais à côté de ça, tu as un gradin rempli de militaires biélorusses. Armés jusqu'aux dents. Alors ils n'étaient pas armés, mais voilà, c'était en tenue militaire, etc., qui acclament tous leurs boxeurs nationaux. Donc tu vois que ça met un peu la pression quand tu montes. Ouais, bien sûr. Et là c'était pareil, mais x10, parce que là t'as tout le. Ouais, là t'as tout le stade qui est avec lui. Tout le stade complètement, encore une fois, comme tu as dit, c'était une star là-bas. T'as tout le stade qui l'encourage, en plus qui encourage vraiment, tu vois. Parfois en France, tu vois que le public il est un peu timide, etc. Là-bas c'est vraiment exacerbé. Ouais, c'est clair. Ils sont à fond. Déjà rien que quand si vous regardez le combat ou si vous entendez les commentateurs, ils sont déjà vraiment absolument pas impartiaux, ils sont vraiment ultra engagés. Donc tu te dis, les gens qui sont dans le public, ça doit être incroyable. Les commentateurs, j'ai eu beaucoup de retours dessus, c'est vrai que c'était un peu particulier. Alors il y a 2 vidéos.
Il y en a une où les commentateurs sont quand même un peu plus pros, tu vois. Ouais. Il y en a une autre où là c'est le cirque. C'est le cirque. Quoi. Tu dis qu'est-ce qu'ils racontent là, ils sont complètement fous quoi. Ouais. Mais et donc bon, t'arrives à rester dans ton truc, tu démarres le fight. Très concentré. Ouais. Très concentré. Dès que je suis avec Rodrigo tout le long de la préparation, avant le combat, dès qu'on monte sur le ring, on monte ensemble aussi. On monte ensemble sur le ring et on est concentré du début à la fin quoi. Ouais. On sait qu'il faut pas se laisser déstabiliser. Ouais, et je te dis, comme tu as dit, il y a toute la salle qui est avec lui, qui l'encourage. Il faut rester concentré. On est venu pour une chose et pas. Ouais, de toute façon, t'es pas là pour te faire applaudir, t'es là pour la ceinture. On est venu pour gagner. Et donc, du coup, vas-y, le combat commence. Tu mets direct en application ton truc. Comment t'as ressenti tu l'as senti très puissant. Tu vois comment t'as vécu le truc? Le combat commence. Je l'ai senti assez confiant. Pareil, poussé par son public, poussé par ses combats d'avant aussi. Tu vois, il revenait de beaucoup de victoires, beaucoup de KO. Il avait mis quasiment que des KO là sur ses dernières victoires, donc il était assez confiant. Ça commence. Il travaille comme d'habitude. Les pieds, les poings forts par contre, très très forts. Il faut mettre la garde, il faut bloquer les low kicks. Je le prends au corps à corps. Le premier round, il résiste plutôt bien. Je le travaille au corps à corps, les genoux. On travaille un peu à distance. Deuxième round, ouverture. C'est le deuxième round que tu te fais ouvrir? Je crois que c'est au deuxième. Je sais plus si c'est à la fin du premier ou au début du deuxième. Tu t'ouvres quoi sur un coup au moment où tu avances pour du clinch? Alors en fait c'est ça. Moi en fait vu que j'avance, mon but c'est de le prendre tout le temps au corps à corps. Donc je me découvre un peu. Tu vois, j'avance souvent avec les bras vers l'avant pour aller chercher la tête, pour aller chercher les bras, les épaules. Et lui il voit ça, donc il travaille sur ça et il met que des contres en coude. À chaque fois qu'il essaye de rentrer, il met un coup en contre. Donc voilà, il en met 1, 2, 3, j'arrive à les bloquer, mais au final il y en a quand même un qui arrive à passer et qui m'ouvre le crâne ici. Tu l'as senti tout de suite ou pas? Et je l'ai senti tout de suite, ça a commencé à couler en plus. Est-ce que là tu as eu peur qu'on t'arrête? Alors c'est ça qui était le pire, je crois, c'est que tu vois l'ouverture, tu sens le sang qui coule, donc tu dis ok, faut pas paniquer, tranquille, on continue. Et par contre je me dis ouais, ils vont saisir l'occasion, comme tu as dit, les commentateurs étaient un peu partiaux, les juges aussi, la salle était c'est l'occasion rêvée de t'arrêter. Pas totalement neutre, je me suis dit ils vont saisir l'occasion, ils vont m'arrêter quoi. Ouais. Donc là par contre un gros coup de boost, parce que je me dis si on il faut montrer que tu montrer que tu es là quoi. Il faut pas laisser de doute possible sur qu'est-ce qu'il a mal, il veut arrêter. Non, c'est vraiment là qu'il faut tout donner. Au contraire, donc là ça t'a. Donc gros coup de boost. Donc ils te font essuyer. Je me rappelle plus, ils te font essuyer 2-3 fois. Tout le temps. À chaque fois ça coule, ils mettent. Alors il y a Rodrigo qui met de la vaseline, pour arrêter un peu les saignements. Mais à chaque fois ça recoule, ils me refont aller. Le problème c'est qu'à chaque fois que moi je vais me faire essuyer, lui il récupère. Il se repose derrière. Non, mais il y a eu des trucs incroyables dans ce fight. Enfin, je pense que c'était peut-être un peu après, mais il y a des moments où il lui donnait à boire pendant le fight. Enfin, il s'est passé des trucs incroyables. Enfin, franchement, c'est des choses que j'avais jamais vu quoi. Où limite il le laissait respirer. Enfin, mais c'était un peu plus tard dans le fight. Après, le fait que les arbitres soient partiels avec un compétiteur national qui est local, ça se voit, je pense, partout. Tu vois, t'as plein de pays qui sont bien sûr. T'as l'Italie, t'as l'Angleterre. Ah non, je pense pas que ce soit uniquement la Côte d'Ivoire, etc. Je pense que malheureusement ça se voit quand même assez souvent. Là c'était quand même beaucoup. Non, c'était beaucoup. Et donc bon, du coup il te laisse continuer. Il me laisse continuer, il m'arrête pas. Je pense qu'aussi parce que le combat qu'il y avait eu juste avant, là justement avec le français Bilal qui avait boxé, pareil, mais lui pour le coup c'est lui qui avait ouvert l'adversaire et du coup ils n'avaient pas arrêté. Ils n'avaient pas arrêté, malgré le fait que ça saignait partout, ils avaient continué. Donc là ils pouvaient pas trop arrêter. Ils étaient un peu coincés, c'est ça. Donc, et là tu commences à percevoir des signes de fatigue chez Oli Au deuxième round, je commence à sentir qu'il commence un peu à fatiguer, il est moins dur sur le corps à corps. Par contre, il est toujours aussi vif sur son anglaise et ses jambes, même si peut-être que ça se voit pas dans la vidéo, mais il est toujours aussi vif. Ça percute quoi. Ça percute, c'est-à-dire qu'il en met un peu moins, mais quand il en met... faire attention. C'est ça. Okay. Même s'il est fatigué, tu sais que tu peux pas baisser la garde et faire ce que tu veux, parce qu'à n'importe quel moment, il peut t'en mettre. C'est ça. Ouais. Et sur un coup, il a cette faculté de mettre KO sur un coup. Quoi. Et puis de toute façon, les poids lourds, en règle générale, sur un coup, ça peut changer. Ça peut tout changer. Donc voilà, on baisse pas la garde, on continue à être concentré, même si on sent qu'il commence à fatiguer, donc on se dit c'est bien, la stratégie qu'on avait mis en place, elle commence à payer.
Et comme je t'ai dit, on voulait un peu le fatiguer sur les 2 premières rounds et ensuite travailler les poings et les jambes. Mais là, avec l'ouverture, je pouvais pas, quoi. Je me suis dit, si à n'importe quel moment ils peuvent m'arrêter, on va continuer sur ce qui marche et on va rester là-dessus. On va pas prendre trop de risques parce qu'à n'importe quel moment, encore une fois, ils peuvent arrêter le combat et dire il saigne, fin du combat. Ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est au 3e qui commence à vraiment être fatigué ou au 4e? Je me rappelle plus trop. Alors à partir du 2e, déjà, je commence à sentir qu'il a une petite fatigue. 3e, pareil, il est aussi fatigué, mais par contre, il récupère bien entre les rounds. C'est-à-dire qu'il est fatigué pendant le round, mais au début. Il revient frais, quoi. Ouais, lorsqu'on revient, il revient assez frais. Sur le corps à corps, je sens qu'il est un peu moins dur, mais pareil sur les poings et les pieds, je sens qu'il est toujours présent, tu vois. D'accord. Il peut toujours travailler. Ouais, je me méfie toujours. Et il a toujours ce travail de coude aussi, toujours bien concentré à chaque fois que je rentre à bien travailler les coudes. Donc d'ailleurs, j'ai eu 2 ouvertures au crâne, pas une seule. Donc il a réussi à en placer 2 quand même. Enfin, il en a mis plein, mais il y en a 2 qui sont vraiment bien passés, quoi. Et voilà, il faut rester concentré jusqu'au bout. Il continue son travail en coude. Il continue de temps en temps un peu à se réveiller, à enchaîner bien l'anglaise et les jambes. Et voilà. Après, il y a quand même un moment, je sais plus, c'est peut-être à partir du 4e, où tu vois qu'il est mort, où il est contre les cordes, tu vois, ventre contre les cordes, à plus bouger, plus réagir. Mais là, je me dis, l'arbitre va le compter. Ouais, les moments où il se passe peut-être 15 ou 20 secondes, où il se passe rien et où l'arbitre compte pas, tu te dis, c'est hallucinant là pour le coup. Donc là, ça te crée de la frustration, tu restes dans ton fight. Comment c'est? On voit Rodrigo, il devient ouf. Il devient ouf, et moi aussi, même si ça se voit pas intérieurement. Donc ça te perturbe quand même. Beaucoup. À chaque fois, je me dis, ok, je travaille mon corps à corps, je l'épuise vraiment au point où il peut plus rien faire, et là où l'arbitre doit compter, il le compte pas. Parfois aussi, il tourne le dos. Ouais, bien sûr. J'arrive à le mettre de dos 3 ou 4 fois, et pareil, l'arbitre compte pas. L'arbitre compte pas, il lui donne un petit peu à boire. Donc je me dis, ok, on va pas trop compter là-dessus pour la victoire, quoi. Je sais que ça va être difficile, et il faut pas lâcher jusqu'au bout. Et donc c'est ce que tu as fait, parce que du coup il y a 5 rounds où ça va crescendo, lui sa fatigue il craque vraiment en fait au final. Enfin il craque, il finit le combat quand même. Il finit le combat, il finit debout, d'ailleurs gros respect à lui. Ouais, c'est vrai, il finit le fight jusqu'au bout. C'était un combat très difficile pour lui à mon avis, il était un peu surpris par le poids aussi, tu vois, il a pas l'habitude de travailler avec des gabarits aussi lourds, mais il a pas lâché jusqu'au bout, tu vois. Il a fait 5 rounds, même si vraiment comme tu dis il est exténué, il a pas lâché. C'est clair, c'est une grosse force mentale, on peut pas lui enlever ça. Et du coup, fin du fight, toi tu te dis c'est bon, la ceinture elle est à la maison, ou tu te dis putain c'est pas évident? Je te dis, j'avais déjà vécu un peu ce truc-là en plus, à l'IFMA. C'était quasiment ton combat d'avant, quoi. C'est ça. J'avais déjà vécu ça en Biélorussie, où je me suis dit, a priori c'est bon, mais t'es jamais sûr de rien, quoi. À la fin du round, je vais voir Rodrigo, je lui dis c'est bon, on l'a fait, on a gagné, mais je sais derrière que rien n'est fait, quoi. Enfin, c'est ça. Et donc tu attends la décision avec impatience, et puis au final la ceinture, quoi. Ouais, au final la ceinture, donc on repart avec la victoire, gros soulagement, parce qu'encore une fois je pouvais pas venir et perdre. Donc beaucoup d'investissement, un gros combat, et tu repars sur la ceinture, ça aurait été un peu dur, quoi. Ouais, non, c'est pas possible. Ok, écoute, en tout cas, encore une fois, félicitations, on peut la montrer, la ceinture WBC, je me permets, hein, c'est vraiment magnifique, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment une très très belle ceinture, quoi. Donc c'est quand même une immense fierté, vraiment félicitations à toi et à Rodrigo pour le travail. Et du coup, alors c'est quoi la suite maintenant? La suite, elle est un peu incertaine avec le Covid qui à chaque fois remonte un peu. C'est vrai. Bon, pour l'instant, il y a eu des galas d'organiser. Enfin, il se passe des trucs. Ça, par contre, c'est vachement encourageant. C'est que là pendant, c'était sur juillet. En juillet, il y a eu pas mal de galas d'organiser. Ça a l'air de reprendre, donc c'est encourageant. On se dit que c'est bon, mais à chaque fois, t'es pas sûr de la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, t'as pas de date, t'as pas de combat prévu. Alors j'en avais un qui devait avoir lieu là en fin juillet, le 27 juillet. D'accord. Qui était le Road to One. Ouais. Mais ça a été annulé justement à cause du Covid qui commence à remonter un peu. Ah bon? C'était où? C'était à Paris. Ah putain, je savais pas qu'on annulait des événements à cause du Covid. Alors je sais pas si c'est le gouvernement qui a annulé ou juste l'organisateur qui s'est dit ça va être trop difficile à organiser. D'accord, donc il y a encore beaucoup de méfiance des organisateurs peut-être. Parce que normalement là maintenant ils nous ont mis leur truc de passe sanitaire machin. On est censé pouvoir dire ok on peut organiser, ça peut rassurer les organisateurs, mais ils se méfient encore beaucoup, quoi. Ça c'est un problème. Ok, effectivement. Et donc ça a été reporté à septembre, j'ai plus la date exacte mais c'est vers mi-septembre. Donc pour l'instant c'est prévu, c'est maintenu,
et après on verra. Après, là, de toute façon, il va y avoir le mois d'août. En général, c'est un peu plus calme. Ouais. Et donc là, maintenant, ça va t'amener à la reprise en septembre pour. Bon, ok. Et donc là, tes ambitions, c'est vraiment quoi c'est d'avoir un maximum de fights sur les prochaines années, comme tu disais, sur la période où tu considères que tu peux continuer ta montée en puissance, essayer d'aller le plus loin possible. Tu vois, est-ce que tu as des ambitions particulières? J'ai pas énormément d'ambition de choses que je veux faire. Il y a une chose que j'aimerais faire, c'est la ceinture mondiale, parce que ça, du coup, tu as montré la ceinture WC, c'est la internationale, mais tu en as une qui est encore au-dessus de celle-là, c'est la mondiale. Qui est détenue par qui là actuellement? Alors, je crois qu'elle est vacante. La dernière fois, ça devait être Yacine Bougalem qui devait l'avoir. Qui est plus un poids lourd maintenant en plus. Donc, non, qui a perdu beaucoup de poids. Qui a perdu beaucoup de poids. Impressionnant d'ailleurs. Ouais, très impressionnant, incroyable. Ouais, impressionnant. Mais pour l'anecdote, j'étais impressionné sur Instagram de le voir. Peu importe à quelle heure tu regardes sur Instagram, il était en train de faire des pompes, des tractions. Non, mais ça, c'est que tu sens le travail derrière, tu vois. Il est tout le temps en train de impressionnant, travailler, la charge de travail qu'il s'est mis pour redescendre de poids. Alors, je sais pas jusqu'où, je crois qu'il voulait descendre jusqu'à 72. Je sais pas s'il y est arrivé ou pas. Je sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de le voir dans ces catégories-là. En tout cas, c'est hyper intéressant. Ouais. Mais donc, du coup, il a laissé la ceinture vacante. Et donc, effectivement, après, mécaniquement, c'est la prochaine marche, effectivement, pour toi, quoi. Ouais. Et du coup, là, ils sont en train de faire une compétition, je crois, pour la ceinture mondiale, justement, en Angleterre. Et si je dis pas de bêtises, c'est aujourd'hui. D'accord. Donc c'est ce samedi qu'il y a ce combat-là qui est prévu. C'est un Anglais contre un Polonais d'ailleurs. Et donc la WBC Monde est en jeu ou c'est pour pouvoir éventuellement y prétendre? Je crois que c'est la WBC Monde qui est en jeu, mais je voudrais pas dire de bêtises. Okay. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est la WBC Monde qui est en jeu directement. D'accord. Donc potentiellement peut-être un de tes prochains adversaires. C'est ça. Donc normalement, je devrais pouvoir prendre le gagnant. C'est ce qu'on te souhaite évidemment le plus vite possible que tu aies ton title shot comme on dit quoi. Ok, et donc bon, toi tu as l'air de minimiser un peu la longueur potentielle de ta carrière. Moi je te la souhaite la plus longue possible. Est-ce que après ça, toi tu te vois arrêter la boxe ou devenir entraîneur, ou tu vois, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce genre de choses? J'ai pas du tout de plan, j'ai fait un peu d'enseignement dans le passé, j'ai un BPGEPS d'ailleurs que j'ai passé. D'accord, ça c'est super bien. Ouais. Que j'ai passé, donc j'ai fait un peu des cours pour enfants, des cours pour adolescents, un peu de compétiteurs aussi, mais c'est quelque chose que je déteste. C'est quelque chose que j'ai du mal à allier pour l'instant avec bien sûr. C'est-à-dire que j'ai du mal à faire de la compète et donner des cours en même temps. Évidemment, c'est plus une projection pour la suite. Ouais, pour la suite, c'est compliqué de faire les deux. Mais tu as un intérêt pour ça, etc. en tout cas. Ouais. Ok, bah, c'est super cool. Ok, bah écoute Patrick, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu veux passer un message pour des promoteurs, pour remercier des gens, c'est le moment. Bah, remercier des gens, merci à toi déjà pour l'invitation. Avec un grand plaisir, merci à toi. Merci à ce que tu fais aussi avec la chaîne du Mouet. Je trouve que ton travail il est vachement cool. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Tu t'adresses pas mal au public débutant, tu fais des vidéos pour les débutants, pour un peu les initier à la boxe live, pour les compétiteurs, des analyses sur les combats. C'est intéressant, donc bravo à toi. Bah écoute, merci beaucoup. Ça fait que du bien à la boxe live qui manque, je pense, cruellement de visibilité et de contenu comme ça. C'est vrai, c'est sûr que le Muay Thai n'est pas assez représenté selon moi, donc si je peux amener ma toute petite pierre à l'édifice, bah c'est plutôt cool quoi. Ouais. Et sinon, merci à mon entraîneur Rodrigo Lamos, avec qui je suis maintenant depuis 3-4 ans. On fait un gros travail avec lui, on va continuer comme ça et on va voir où ça nous mène. Le plus loin possible, j'espère. Ouais. Sinon, merci à la team Alamos, les sparring avec qui je tourne aussi, toute la team. À chaque fois qu'il y en a un de nous qui part en compétition, il y a de gros encouragements derrière. On se déplace tous, on va au gala ensemble, c'est sûr, on se suit les uns les autres. J'ai pu le constater, c'est clair que c'est une émulation qui est extrêmement plaisante, c'est clair que c'est vraiment génial quoi. Ouais. Et voilà. Et les promoteurs, là, faut pas hésiter à penser à Patrick, et puis pour la WBC, vous savez, vos prochains challengers pour la ceinture monde. Ça roule. Et écoute Patrick, merci infiniment. Et puis à vous, j'espère que l'interview vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.